Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Solène, bonjour Loïc et bienvenue sur ce nouvel épisode. Comment ça va ce matin? Hello Clémence, salut Solène. Salut Loïc et Clémence. En pleine forme, comme d'habitude. Pareil, pleine forme. Parfait. En cette fin d'année, j'espère que normalement vous êtes les agendas bien remplis. Ouais, la période est assez chargée, je pense, pour tout le monde en ce moment. Ouais, je crois que c'est une belle fin d'année, enfin. On l'a bien mérité, ouais, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Alors aujourd'hui, on reçoit Loïc Rebourg, qui a fondé l'agence Unexpected. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet de tout ce que tu fais aujourd'hui et de ta vision de notre cher secteur événementiel, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et comment on arrive jusqu'à Unexpected aujourd'hui? Ouais, merci de me recevoir déjà. Alors, parcours assez atypique pour le coup, puisque j'ai une formation d'ingénieur. Donc de base, je n'ai absolument rien à voir avec l'événementiel. J'ai fait une école d'ingé, diplômée en 2012, donc ça commence à remonter un petit peu. Je fais une école d'ingé, je vais dans une société de conseil dans laquelle j'ai passé 3 ans, qui est une filiale d'Accenture et de Microsoft. Donc c'est aussi une grosse boîte de conseil internationale dans laquelle je fais pas mal de projets pour différents clients, pour EDF, pour Disney, pour Eurovia, et ça me plaît beaucoup. C'était ma passion à l'époque, l'informatique, donc je commence là. Ça me plaît beaucoup, mais je suis assez carriériste. Et j'arrivais pas à trouver mon compte. C'est-à-dire que grosse boîte, il y a des grilles, il y a des cases, j'arrivais pas à en sortir. Et on est fin 2014, je commence à entendre parler de start-up. Je tombe sur une vidéo du fameux Oussama Ammar à l'époque, oui. qui c'était quelques mois, je pense, après la création de The Family. Je tombe là-dessus et je me dis tiens, c'est intéressant. Et quasiment du jour au lendemain, je me dis ok, j'ai envie de créer une startup. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais démissionner, je vais créer ma propre boîte et je serai responsable de mes échecs comme de mes succès. Donc je démissionne, on est fin 2014, j'embarque avec moi une UX designer et on crée une startup qui s'appelle Jumpin. C'est une expérience qui aura duré à peu près 4 ans. C'était une plateforme de rencontres amicales. Le concept était assez simple. On réunissait des groupes de 10 personnes qui ne se connaissaient pas dans des bonnes adresses de Paris, principalement dans des bars. On fait ça pendant un peu plus de 3 ans. On a eu à peu près pas loin de 5000 événements organisés, donc événements de 10 personnes, auto-organisés à terme, et on bossait avec une centaine de bars sur Paris. On a une belle communauté, mais financièrement, on s'en sort pas du tout. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le modèle est peut-être compliqué, quoi. Ouais, le modèle, c'est le même que La Fourchette, c'est-à-dire le même que Privatiseur aussi. Je sais que tu es. Moi, c'est comme ça que je te connais. Ouais, exactement. Donc 2 € par personne apportée dans des bars, et globalement, tu vois, 100 soirées par mois, ça fait 2000 €, donc tu fais pas grand-chose avec ça. Ouais. Et t'avais justement travaillé sur en amont quand même sur un plan prévisionnel. C'est des notions que t'avais toi déjà acquises, ou tu t'as fait au fur et à mesure, t'as foncé dans le tas, quoi. Ouais, j'ai fait un plan prévisionnel au début et c'était absolument n'importe quoi. Si tu veux, ma projection, elle était totalement déconnante, mais je le savais pas. Ma projection, c'était bon, ok, au bout d'1 an, on a 1 million d'utilisateurs, puis là, on va en avoir 10, puis bref, c'était absolument déconnant. Mais j'y croyais et c'est ce qui a fait que j'ai avancé là-dessus. Et bref, on n'a pas réussi à construire une communauté suffisamment grande pour que le modèle soit viable. Ça aurait fonctionné. Il aurait fallu qu'on soit dans plusieurs villes et bref, qu'il y ait un volume beaucoup plus important. Sur cette startup, t'es dans quel état d'esprit? T'es vraiment dans le Startup Nation, levée de fonds, etc. Ou tu t'autofinances, tu veux être indépendant? C'est quoi un peu le...
Non, l'idée c'était de lever des fonds et on n'a jamais réussi à avoir la traction nécessaire, mais clairement l'idée c'était de créer une communauté, d'aller voir des VC, de leur dire ok, regardez ce qu'on a réussi à créer avec globalement 0 €. Donnez-nous un petit peu d'argent et on va faire beaucoup plus. Et on a tenté avec mon associé à l'époque de lever des fonds. On n'a jamais réussi. Je pense qu'on en était assez loin et on avait tout. Les discours de VC classiques de c'est un petit peu trop tôt, on se revoit dans 6 mois. Alors là, il faudrait que tu bosses déjà ceci avant. Et en fait, à chaque fois, tu avais quelque chose et en fait, on n'était pas prêts. C'était notre première boîte à tous les deux. Mais bon exercice du coup. Bon baptême du feu. Ouais, exactement. C'était un super projet. Grâce à ces événements, tu vois, c'est ce qui m'a amené, tu vas le voir derrière, vers l'événementiel. Mais on a plein d'amitiés qui se sont créées. On a des gens qui ont créé des boîtes ensemble. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont fait des bébés. Et il y a vraiment plein de rencontres qui se sont créées à travers on appelait ça des jumps à l'époque. Et sur le timing même, depuis l'idée, toi, la maturation de l'idée, concrétisation et j'imagine la fin de cette aventure, il s'est passé combien de temps? Entre le tout début et la fin de la boîte? Ouais. Il s'est passé 4 ans. Okay. Il s'est passé 4 ans. Globalement, ça s'arrête en quelle année pour que tu nous situes? Ça s'arrête en 2019. Ah ouais, donc vraiment aux portes du Covid. Ouais, exactement. Okay. En réalité, ça s'arrête entre 2018 et 2019 parce que on a vraiment fait ça 3 ans à fond. Et donc, on commence à avoir ces soucis financiers ok, on rentre pas d'argent. Nous, on se payait pas, donc on n'en avait pas non plus à titre personnel et on se débrouillait un peu comme tous les entrepreneurs au début avec les aides de l'État globalement. Ouais. Donc ça commence à devenir très compliqué et je me dis qu'on connaît tous les bars de Paris. Presque. En tout cas, on bossait tous les lieux sympas de Paris, on les connaissait. J'avais dans mon répertoire tous les gérants de bars globalement. Et donc, je me fais cette réflexion. Ok, on connaît tous les bars. On va peut-être essayer de vendre des afterworks aux entreprises. Ça pourrait faire rentrer un petit peu de cash. Et donc, je contacte mon ancienne boîte. En premier, je savais que boîte de conseil, il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'afterworks. J'envoie un mail à l'assistante de direction en lui disant tiens, maintenant je fais ça. Je connais plein de lieux sympas. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour organiser tes afterworks? Et on vend un premier événement comme ça. Alors, c'était un événement à 3 sous et qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais c'est ce qui m'a mis dans le bain. On en fait un premier, puis un second, puis on commence à aller voir d'autres boîtes et on commence à organiser des petits afterworks. Donc ça commence à faire rentrer un petit peu de cash et moi je commence à voir ce potentiel de l'événementiel que je ne connaissais pas. Je découvre vraiment tout sur le terrain. Donc je suis ultra novice à l'époque. Et donc je commence à développer ça et il se trouve que mon associé, cette offre-là ne l'intéressait pas. Elle voulait continuer à faire vivre l'offre B2C, qu'on continue à faire vivre, mais où finalement on mettait assez peu d'efforts, donc peu de chances que ça se développe plus que ce que c'était à l'époque. Et bref, on commence à aller dans des directions différentes. Je pars à droite, elle va à gauche, on n'arrive plus à s'entendre, on n'est plus accordé sur la vision de la boîte. Et donc 2019, on se dit bon, arrêtons, ça sert à rien, on n'est plus aligné, on ferme cette boîte, j'en recrée une qui du coup va devenir cette agence événementielle et elle a continué pendant un certain temps cette activité de son côté. Ça n'a pas été évident sur le coup parce que c'était notre bébé à tous les deux et moi cette offre-là je l'adorais, on n'arrivait pas à en vivre, mais j'espérais toujours quelque part de pouvoir un jour faire décoller ça. Mais à un moment, il faut prendre des décisions et effectivement, ce sur quoi on s'est accordé, c'est on ferme cette boîte en commun, j'en recrée une, je développe cette activité B2B de mon côté, en créant ce qui est devenu du coup une agence événementielle, et elle reprend cette offre du sien. Donc là, au démarrage de l'agence, tu es dans cette nouvelle configuration agence, tu es tout seul à ce moment-là. Ouais, exactement. Je la recrée tout seul. Là, on est en juin 2019. Donc, quelques mois avant le Covid, pour le coup. Je suis tout seul à ce moment-là et j'appelle même pas ça une agence événementielle au début. Au début, j'évitais le terme d'agence parce que j'avais le sentiment que, pareil, ça nous mettait dans une case. Encore une fois, je connaissais pas ce milieu, donc je me basais sur des informations que je n'avais pas. J'avais l'impression qu'en se disant agence, on se mettait dans une case, on allait être obligé de faire exactement la même chose que les autres. Et donc, j'évitais ce terme. Mais je sais que dans certains secteurs, agence a une connotation très négative, ce qui n'est pas le cas dans l'événementiel, mais sachant d'où tu viens, je sais aussi que ça peut jouer. Ouais. Oui, et puis on essaye aussi de trouver une terminologie qui est un peu différente justement pour créer
une autre offre et de se faire enfin, avoir une sorte de démarcation assez évidente. Et en fait, finalement, quand on présente la boîte, enfin, j'imagine que Loïc, c'est ton cas. À chaque fois, pour simplifier, tu devais utiliser le terme agence parce que c'est ce que tout le monde connaît. Donc ça permettait de aussi fixer vite et te mettre en effet dans une case que toi tu voulais éviter, mais qui est plus simple pour ton auditoire, quoi. Au début, en réalité, non. Justement, j'évitais ce mot, sauf qu'on n'avait aucun mot pour vraiment définir ce qu'on faisait. Je sais même plus comment je pitchais le truc, mais j'évitais à tout prix le mot agence. Et je vais raconter la suite, mais pendant quelques mois, sur mes premiers employés, je leur disais non, on n'utilise pas le mot agence, et je les embêtais un petit peu avec ça. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que clairement, on était une agence et que c'était le meilleur terme à utiliser. Et aujourd'hui, évidemment, j'en suis très fier. Mais au début, non, j'évitais ce terme. Je me considérais plus comme une start-up événementielle qui essayait encore à cette époque on va dire, de développer son propre modèle. Et je me suis rendu compte, évidemment, assez rapidement que non, on est une agence et évidemment, c'est pas du tout une honte. Et au contraire, il y a plein de choses à développer en tant qu'agence. Tout à fait. Donc, tu montes cette agence, on est au mois de juin, tu arrives à avoir des premiers clients, des premiers événements, du fait du réseau que tu t'es fait à la fin avec le B2B de Jump-in, c'est ça ? Exactement. Okay. Donc, été 2019, on a quelques summer parties avec des clients récupérés via l'offre B2C. Donc c'est les premiers événements, ça se passe bien, je commence à faire ma petite base clientèle. Rapidement, je recrute une première personne, Tom, qui lui avait une dizaine d'années d'XP dans l'événementiel. Il avait bossé pour le coup dans différentes agences en France et à Dubaï. Tom qui est toujours là, on s'est associés depuis et il m'a vraiment aidé à développer cette agence. C'est d'ailleurs avec lui qu'on a eu les premières discussions de agence ou pas agence. Clairement pour lui, il y avait aucun doute. Je l'embêtais un peu au début en disant non, on n'utilise pas ce terme-là, faut qu'on soit différent, etc. Et bon, j'ai lâché le morceau assez rapidement parce qu'il avait clairement raison là-dessus. Donc je recrute Tom et une stagiaire. Au début, on commence comme ça. Fin 2019, on a des premiers événements. On fait une période assez sympathique. C'est le début, donc il se passe pas encore grand-chose, mais on développe tout ça. Et on commence à mettre en place un premier canal d'acquisition qui est encore aujourd'hui notre premier canal d'acquisition, qui est Google Ads. Okay. On fait des pubs. On avait déjà un site assez sympa, pas l'actuel. L'actuel est encore mieux, mais on en avait déjà un qui fonctionnait plutôt bien. Et donc, on commence à automatiser en tout cas des demandes de projets. Sur Google Ads, petite question, est-ce que à l'époque, donc 2019, on va dire deuxième semestre 2019, il y a beaucoup de concurrence sur la pub entre agences événementielles sur Google ? Écoute, je saurais pas te répondre. J'ai l'impression encore aujourd'hui que c'est pas un canal qui est privilégié par beaucoup d'agences. Non, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Je me dis tiens, c'est intéressant. Et pourquoi vous faites ce choix-là, du coup, sur ce canal-là qui est en effet pas forcément. C'est la startup generation, ça. Il y a un peu de ça. Moi, tu vois, je viens du milieu digital, donc et encore aujourd'hui, notre communication, nos canaux d'acquisition, tout est très digital. Donc c'est quelque chose que je connais, qui du coup me rassure aussi. Et en l'occurrence, la partie Google Ads, j'avais recruté. J'avais un stagiaire à l'époque en stage de marketing, et c'est lui qui me dit tiens, je faisais un peu de Google Ads dans ma boîte précédente. Ça marchait plutôt bien. Si tu veux, on peut tenter. J'y croyais pas beaucoup au début, et je lui dis vas-y, tentons. Tiens, fais un test avec 100 €, et puis on verra ce que ça rapporte. Et il met quelques semaines à mettre ça en place. À un moment, il me dit ok, c'est bon, j'ai lancé une première campagne. Je dis ok, attendons, on verra ce que ça donne. J'y croyais pas trop. Et 24 heures après, on reçoit une première demande. Je dis tiens, ça c'est pas mal. Bon, chance du débutant. Le lendemain, on reçoit une autre demande et petit à petit, je vois qu'on commence à avoir des demandes assez régulièrement. On commence à faire grossir le budget pub et ça s'est jamais arrêté. Top. Génial. Okay, c'est né comme ça. Donc on est début 2020. On commence à avoir notre petit carnet client. On commence à avoir des demandes d'événements assez sympas.
Vous étiez spécifié sur une certaine, enfin, on y reviendra un peu plus en détail par la suite, mais juste pour que tu orientes tout de suite, de quelle manière, bon, même si c'était, d'après ce qu'on a compris, plutôt opportunité et demande entrante, est-ce que vous aviez quand même là commencé à définir malgré tout une vision, du coup, une typologie un peu de clients clés pour vous? Ouais. Alors, pas de typologie de clients, mais typologie d'événements. Et c'est ce message qu'on a renforcé d'ailleurs par la suite. On était surtout sur des événements festifs. Je crois que notre tagline à l'époque, ça devait être un truc type événement atypique et clé en main. On mettait déjà en avant ce côté. Alors, petite précision qui a son importance, même si ça peut embrouiller un peu le message. On a changé de nom en cours de route. L'agence s'appelait pas Unexpected au début. J'avais repris, ce qui était une très mauvaise idée, mais j'avais repris le nom de Jumpin pour cette nouvelle boîte. Ouais. Moi, je me souviens de tout ça. Je te suivais à l'époque, donc je me souviens des phrases un peu événements festifs sur le site agence événementielle Jumpin. Ouais, exactement. Ouais, en effet. Donc je vais avancer. Vous allez voir quand est-ce qu'on a fait ce rebranding, mais on avait déjà ce positionnement très très festif, donc beaucoup de soirées. Nos deux grosses périodes à l'époque, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, c'était les summer parties et les soirées de fin d'année. Juin et décembre, c'était nos 2 mois favoris. Donc on commence à prendre ce positionnement et donc printemps 2020, comme pour tout le monde, Covid arrive, personne l'a vu venir, tout s'arrête du jour au lendemain. Mais assez optimiste, et je pense encore une fois, comme tout le monde au début, on se dit bon bah ok, il y a le Covid, on est confiné pendant 2 mois, c'est pas grave, c'est fini dans 2 mois, on arrivera sur l'été, on aura des beaux événements et bon bah stand-by pendant 2 mois. Et c'était, alors au début, pas si compliqué que ça pour nous. Là, je parle aussi d'un point de vue financier parce que à l'époque, j'avais des charges assez faibles. Il y avait un peu de cash de côté, clairement pas une trésorerie incroyable, mais bon, on a réussi à s'en sortir assez bien de ce côté-là. 2 mois. Ouais, c'est ça. Et puis il y a les aides de l'État qui ont pas mal aidé aussi sur la suite. Là, vous êtes toujours pas très nombreux, hein, c'est ça? Tu étais toujours avec Tom, une personne de stage. Avec Tom, j'avais alors, je crois qu'on avait 2 stagiaires à l'époque. Il y avait ce stagiaire marketing et Jeanne, qui est chef de projet aujourd'hui, qui commençait son stage de fin d'études. Donc on est 4, si je dis pas n'importe quoi. Tom, qui en plus à l'époque était en free. Donc bref, on a pu s'arranger assez facilement pour que la boîte ne doive pas s'arrêter au bout de quelques mois. Donc Covid, on se rend compte rapidement que ça va durer un peu plus longtemps que prévu, et assez rapidement, on réfléchit à une offre d'événements digitaux. En réalité, au début, c'était plus globalement, c'était des animations sur Zoom. C'est-à-dire qu'on contacte quelques prestats avec lesquels on travaillait, et on propose, je crois qu'on avait un quiz, un magicien et peut-être un blind test sur Zoom. Bref, on a 3 offres qu'on met en place assez rapidement. On commence à en parler à nos clients, et globalement, ça marche pas trop parce que tout le monde nous dit bon bah oui, c'est sympa, mais encore une fois, dans quelques semaines, on est déconfiné, donc c'est pas grave, on va attendre, on fera des vrais événements en physique. Et donc les mois avancent, tout le monde se rend compte que le Covid va rester un petit peu plus longtemps que prévu. Et nous, on commence vraiment à développer cette offre d'événements digitaux. On réfléchit, je pense comme toutes les agences à ce moment-là, et on commence à réfléchir à un format qui est celui qu'on a fait le plus après, le format plateau télé, où globalement, vous pouvez imaginer ça comme une émission télé personnalisée à l'image d'une entreprise. Donc, on a un animateur, on est dans un studio où on va monter un studio dans les locaux de nos clients, on va créer des séquences, on va créer de l'interaction, on va faire en sorte que ce soit dynamique. Et bref, on imagine ce format. On arrive sur l'été, il se passe toujours pas grand-chose, et bref, pas beaucoup de demandes de ce côté-là. Quelques mois plus tard, donc là, on arrive plus vers la fin d'année, on avait fait une page qui présentait cette offre-là sur notre site. Une petite pub Google qui va bien avec, et on commence à avoir une demande, puis 2 demandes, puis 3, puis beaucoup de demandes. On a beaucoup d'annonceurs qui nous appellent en nous disant tiens, je suis tombé sur cette offre-là, alors j'y comprends pas grand-chose, mais expliquez-moi un peu, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Donc pas seulement vos clients déjà actuels, là vous adressez des nouveaux clients. Ok. Exactement. Pour le coup, il y a même très peu de clients qu'on avait auparavant avec lesquels on a organisé des événements digitaux. Donc beaucoup d'appels entrants parce que la période des événements de fin d'année approchait, et toutes les entreprises à ce moment-là se sont rendues compte que leur soirée de fin d'année, elle aurait pas lieu. En tout cas, elle aurait pas lieu en physique. Donc ils se posaient la question de
tiens, je vois un truc d'événements digitaux, je comprends pas trop, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a eu un volume assez incroyable sur cette période-là. Je pense que ça reste encore aujourd'hui la plus grosse période de rush qu'on a eue, et c'était assez fou parce que on était 4 et on a eu jusqu'à 20 demandes par jour, donc c'était absolument ingérable. Moi, je passais, c'est à partir de là qu'on s'est dit, tiens, on va peut-être filtrer parce qu'on peut pas tout faire, et on a commencé à se dire, ok, tiens, lui, on va lui répondre. Enfin, on se mettait des critères basés en partie sur le chiffre, enfin le budget du client. Et je me rappelle que tous les soirs, je faisais des mails à ceux auxquels on n'allait pas répondre, en disant, bah, malheureusement, on ne pourra pas vous répondre. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres choses ensemble par la suite. Et donc, période fin 2020 assez incroyable, beaucoup d'événements essentiellement digitaux. On sauve l'année sur le mois de décembre. Mois de janvier qui arrive après, pareil, très fort. Et donc, on commence à rentrer un peu de cash, ce qui m'a permis de commencer à recruter. Et on va dire le début de la croissance de la boîte s'est fait vraiment à ce moment-là. C'est là qu'on a commencé à vraiment avoir des clients, à avoir des projets qui commençaient à grossir et à pouvoir recruter, donc à pouvoir développer globalement l'agence. Tu dois être l'un des seuls à être dans cette position à ce moment-là, dans l'événementiel, à sortir la première crise, je dirais, sanitaire et d'être en croissance et de pouvoir recruter. C'est chouette. Là, t'arrives à voir un petit peu côté concurrent, comment ça se passe pour eux? Est-ce que t'échanges un petit peu avec tes pairs à ce moment-là ou ou pas du tout? Non, j'ai pas vraiment d'échange. Je regarde toujours beaucoup ce que font les autres, pas pour me comparer, mais plus pour m'inspirer. Et petit à petit, je vois que toutes les agences s'y mettent aussi. Forcément, la force qu'on avait, c'est que on était tout petit, donc on est très agile, et évidemment qu'on peut avancer plus vite qu'un Publicis ou qu'un auditoire. Et évidemment, tout le monde a mis ses offres par la suite en place. Et il y en a beaucoup d'ailleurs, même des grosses agences qui ont été super actifs, et cette offre-là était en place pour la fin d'année. Je pense aussi à WinWin qui avait déjà un ADN aussi assez digital et qui ont cartonné sur cette offre digitale et qui cartonnent encore. Donc non, j'ai pas trop de contact avec les autres agences. Mais ouais, ça se passe comme ça, et c'est assez incroyable parce qu'on s'y attendait pas. On passait d'une période où on n'avait pas fait grand chose pendant 6 mois, si ce n'est réfléchir à ce qu'on allait mettre en place, à 5, 10, 20 demandes par jour, et des périodes de prod qui s'enchaînaient sur décembre et janvier. Moi, je l'ai un peu vécu je l'ai un peu vécu, enfin pas moi personnellement, mais observé chez certains de nos clients qui ont très rapidement fait un virage digital, notamment, je pense à certains bars qui ont été très malins sur les cours de cocktail en ligne ou ce genre de choses. Et il y en a qui ont explosé. Par contre, moi, j'en connais qui ont eu du mal à reprendre le physique parce qu'ils étaient tellement bons sur le digital qu'ils avaient complètement perdu un peu leur vivier d'événements physiques. Donc, j'ai aussi observé l'inverse. Qui n'ont pas été en reprise mais qui ont été en décroissance. D'ailleurs, une fois que l'événementiel physique reprend, est-ce que c'est simple parce que les gens vous ont toujours bien en tête pour cette partie événementielle en physique? Est-ce que c'est compliqué? Il faut un petit peu le remettre sur le devant de la scène. Est-ce qu'aujourd'hui les deux fonctionnent autant? Est-ce que clairement le digital est repassé au deuxième plan? C'est quoi un petit peu l'état des lieux maintenant que... Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a un peu eu ce contre-coup là aussi, c'est-à-dire que pendant 1 an et demi, on a fait que du digital. 80% de notre portefeuille client nous connaissait pour le digital, et certains avaient associé donc Jumpin à l'époque au digital. Pour nous, la vraie reprise des événements physiques, et pour tout le monde, elle a été cette année. C'était pas 2021. 2021, c'était encore beaucoup de digital. On a eu quelques événements l'été en physique. On en avait beaucoup prévus en décembre et tout a sauté suite au discours de Castex fin novembre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais très bien. Voilà, tout a été frisé pendant 3 mois. Et du coup, c'est aussi cet été-là, en 2021, qu'on fait le rebranding, qu'on devient Unexpected, avec cette envie à la fois de monter en gamme. Jumpin dans l'identité, dans le nom, dans tout ce qu'on faisait encore très start-up. On avait envie et moi, entre-temps, j'avais commencé à connaître un peu ce milieu événementiel. Et donc, j'avais eu cette envie effectivement, d'avoir une identité plus forte,
d'avoir un positionnement plus fort aussi. On va en parler par la suite. C'est dans la continuité de ces événements festifs et d'avoir aussi une identité qui donne confiance aux clients de pouvoir attirer à travers cette nouvelle marque des clients plus importants. Et Alors, ouais, je t'en prie, Loïc. non, j'allais dire, je pense que c'est le meilleur investissement qu'on a fait aujourd'hui. On a travaillé avec une agence de com sur ce rebranding. C'était un budget assez important pour nous à l'époque et finalement je me rends compte aujourd'hui que c'était encore une fois la bonne chose à faire parce que ça nous a permis de reposer des bases. Tout ce rebranding, je l'ai fait avec l'équipe de l'époque, donc je sais pas, on est peut-être 5, 6, 7 à l'époque. Donc c'était aussi vachement engageant pour tout le monde en interne et clairement on a reposé les bases en faisant ce rebranding et depuis on construit sur cette base. Et tu penses que ça vous a aidé à retourner chercher les événements physiques? Ça a un peu été l'occasion de se dire allez, on a rebrandé, donc maintenant on va mettre les bouchées doubles sur notre com. Ouais, exactement. Et encore une fois, canal d'acquisition principal, c'est notre site. On a refait le site qui, effectivement, on a toujours des feedbacks assez incroyables dessus. Et plus on avançait, plus on avait de projets, donc plus on a de références sur notre site. Et on commence à voir, aujourd'hui, ça reste le tout début, mais cet effet boule de neige de, ok, on a cette marque, on a des événements, on a des références, on commence à avoir des beaux clients. Et plus on en a, plus ça en attire. Ouais. Comment aujourd'hui tu présentes ton agence alors? En termes de positionnement, la promesse, comment tu te définirais? Ouais. Aujourd'hui, notre positionnement, c'est d'être spécialisé sur les événements de célébration. Donc, encore une fois, c'est beaucoup d'événements festifs. On a choisi ce positionnement alors, je définis peut-être un petit peu avant, quand je dis événements de célébration, c'est beaucoup de soirées, aussi bien en interne qu'en externe. On s'adresse qu'aux entreprises. Je l'ai pas précisé, mais on ne fait que du B2B. Ça peut être justement la soirée de fin d'année, une summer party, un kick-off, une soirée pour les clients, mais on va aussi organiser des inaugurations, des cérémonies, des lancements de produits, bref, des événements encore une fois principalement festifs et surtout des événements sur lesquels on a la possibilité d'être créatif. Ce positionnement, donc, on l'a pris pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on a constaté que beaucoup d'agences étaient assez généralistes. Beaucoup d'agences vont organiser aussi bien une soirée qu'une journée d'études, qu'un salon, tout ce que tu veux. Il y a plein de types d'événements différents. Et on avait cette envie en tant que jeune agence, de pouvoir avoir un vrai positionnement pour se différencier. Et la deuxième raison, c'est effectivement parce que c'est sur cette typologie d'événements qu'on peut être créatif. La promesse de l'agence, elle est dans le nom, Unexpected. On a envie de surprendre nos clients et leurs invités par la suite en leur apportant, au-delà des événements, mais des expériences événementielles. On a envie de leur proposer des concepts forts, de trouver le fil rouge qui va faire que les invités, vont se rappeler de l'événement. La finalité, toutes les agences vont dire ça, mais c'est évidemment que l'événement soit mémorable, c'est-à-dire que les gens ressentent des émotions à travers ces événements et qui s'en rappellent dans l'idéal des années plus tard. Pour toujours. Pour toujours, dans l'idéal, effectivement. Et la valeur de l'agence aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui mettent l'accent sur l'aspect production, sur l'aspect logistique, et évidemment c'est notre cas aussi parce que tu peux avoir une bonne idée si l'exécution est nulle derrière, ton événement vaut rien. Mais on va surtout mettre l'accent, encore une fois, sur l'idée, sur le concept qu'on va proposer. On essaye toujours, quelles que soient les contraintes imposées par nos clients, parce que ça s'adresse à des entreprises, donc il y a forcément des contraintes, ne serait-ce que budgétaires, c'est souvent la plus importante, mais en termes de localisation, en termes de logistique, de tout ce que tu veux, on va essayer de trouver ce petit truc en plus. Nous, c'est ce qu'on appelle la touche unexpected pour essayer de les surprendre. Donc il y a vraiment un côté comme pourrait être une agence design où vous allez vraiment réfléchir à la vision de l'événement. Il y a ce côté un peu, il y a ce côté. Il y a une partie très créative dans votre façon d'accompagner le client. Exactement. Alors pas tant dans la façon de l'accompagner, parce que la façon de l'accompagner, elle est assez classique en soi, mais dans la conception de l'événement, c'est la première phase. Nous, si tu veux, les événements se découpent en 3 grandes phases. Il y a la partie conception, il y a la partie projet, c'est-à-dire une fois que tu as vendu ton concept et que tu as signé le projet avec le client, débute la partie gestion de projet, la mise en place de l'événement, et la partie production, donc le jour J, ou les jours J,
où tu es sur le terrain et où tu concrétises tout ce que tu as fait avant. Cette partie conception, finalement, c'est au moment où le projet est vendu, ça reste une idée sur un bout de papier, en l'occurrence sur un PowerPoint qui est joli, certes, mais ça reste une idée et derrière, évidemment, il faut la concrétiser. Si on rentre un peu dans le détail offre de service, est-ce que là tu parles en effet de briques conception, la gestion même projet et la production, est-ce que c'est des services forcément qui fonctionnent c'est-à-dire le cheminement il est forcément au démarrage et tu fais toutes les étapes, ou est-ce qu'un client peut prendre le stade que conception par exemple et confier la gestion de projet à une autre agence? Je pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas comment c'est pensé réellement en interne? Ouais, non, c'est pas le cas. Nous, ce qu'on vend, c'est des événements et ça implique toutes les étapes dont je t'ai parlé avant. Le projet commence toujours par la prise de brief et entre la prise de brief et la production, t'as plein d'étapes. Ça va souvent commencer en interne par un brainstorm avec l'équipe, puis la recherche justement d'un concept, puis le contact des lieux, des prestataires. Tu montes ta reco. Il y a la partie budgétaire évidemment, la présentation de la recommandation au client et tous les échanges et tous les rendez-vous, tout ce qui peut s'en suivre. C'est-à-dire que bon, quand on propose un projet, c'est très rare, même si évidemment on essaye d'être le plus pertinent possible. C'est rare que le client nous dise tiens, c'est parfait, on signe tout de suite, c'est fait. Non, c'est souvent c'est top. Par contre, tiens, en fait, on va faire un peu évoluer ça. Ah, finalement, on a un peu moins de budget que prévu. Ah, mais il y aura un peu plus de monde. Donc, est-ce qu'on peut revoir le lieu? Bref, il y a souvent des échanges. Et une fois que le projet est vendu, tu vas avoir des visites des lieux, des testings. Il y a souvent pas mal d'éléments aussi qui ne sont pas encore clairs une fois que le devis est signé, et qui doivent l'être par la suite. Ok. C'est quoi les métiers que vous avez en interne chez Unexpected? Au-delà du chef de projet événementiel qu'on connaît et qu'on imagine en agence, est-ce qu'il y a d'autres métiers que vous internalisez? Oui, alors je reviens quand même sur le côté chef de projet parce qu'effectivement c'est un peu le noyau noyau, ouais, le métier principal. Aujourd'hui, pour te présenter un petit peu l'agence, on est une quinzaine. On a, si je dis pas n'importe quoi, 9 personnes dans l'équipe projet. Donc Tom qui chapeaute cette équipe, qui a le rôle de directeur événementiel et opérationnel. On a 5 chefs de projet, 3 seniors et 2 juniors. On a chaque chef de projet senior chez nous travaille en binôme avec un assistant de projet, qui sont souvent des alternants ou des stagiaires et qui derrière évoluent vers un poste de chef de projet. On a mis en place ces binômes il y a peut-être 1 an maintenant et effectivement ça fonctionne plutôt bien. On a une scénographe, on a une responsable clientèle qui est aussi commerciale, donc elle fait de la prospection et son job c'est aussi derrière de fidéliser les clients. Elle les suit. Exactement. On a 3 personnes sur une offre dédiée de team building. On a créé une seconde marque il y a à peu près 1 an qui s'appelle Wonder Chapter, où on crée en interne, on conçoit et on produit des team building immersifs, toujours à destination des entreprises. Super. On a 3 personnes sur cette offre-là. Qui est-ce que j'ai oublié? On a une community manager. Tu as internalisé l'agence ou tu as créé une autre structure sur cette partie-là? Juridiquement, c'est une autre structure. J'ai un autre associé sur cette offre-là. Que ça a commencé un peu comme Tom, c'est-à-dire que on avait beaucoup pendant le digital de demandes de team building digitaux qui commençait à prendre de l'ampleur. J'ai recruté quelqu'un pour développer cette offre-là et on s'est super bien entendu, ça a matché rapidement. On a eu envie d'aller plus loin et on a créé une marque dédiée à cette offre de team building. Donc, aujourd'hui digital et physique, mais avec ce positionnement immersif. Donc juridiquement, effectivement, c'est une autre boîte. Maintenant, quand je parle d'Unexpected, c'est l'agence, ça inclut. Ouais, exactement. Okay. On n'est pas tout encore. Est bébé. Exactement. Non, mais on n'est pas 300 dans une tour à la Défense. Non, on est tous ensemble dans le même open space et l'idée justement, c'est on est dans le même bateau, on avance ensemble. Top. J'avais une autre question que tu parlais tout à l'heure. Oui, une fois que on a notre idée et que on va passer à la partie projet, il va falloir aller chercher les prestats, les lieux, les visiter, faire les testings. Comment est-ce qu'une agence aujourd'hui, elle fait ce qu'on appelle le venue finding, mais pour ceux qui ont jamais entendu ce terme, sa recherche justement de catalogue de lieux, de gens avec qui on a envie, on aime travailler. Comment ça se passe aujourd'hui cette partie-là? Ça se passe
Assez simplement, on n'a pas il n'y a pas de process particulier. Alors, Cactus, en tout cas, on a. Oui, on peut les citer, je pense, mais clairement, Cactus, c'est le numéro 1. Cactus. On est en train de. Alors, on est en train de mettre en place une base de données de lieux. On avait un ancien outil qui était plus trop utilisé. On est en train d'en mettre un autre en place parce que justement, on commence à avoir pas mal de chefs de projet, d'assistants et on a ce besoin de centraliser et de centraliser la connaissance surtout. On peut te demander ce que tu mets comme outil en place derrière pour gérer toute cette base de données? C'est des outils, c'est des softwares, c'est quoi? Avant, c'était du from scratch. C'est un site que j'ai des compétences tech donc que j'avais développé à l'époque. Mais aujourd'hui, on met en place un Airtable, tout simplement. Ok. Moi, je les adore aussi. On est en train de découvrir cet outil et attention, elle va te partager tous les outils qu'elle utilise. Moi, ça fait 2 ans que je suis dessus. Je les aime d'amour. Ouais, moi j'ai vraiment découvert ça il y a pas longtemps et je trouve ça top. J'ai pas encore réussi à convaincre toute l'équipe parce qu'on est vraiment dans cette phase où on le met en place. Mais je suis convaincu. Je peux venir si tu veux, Loïc. Je leur ferai. Ok, allez, je t'engage. Tu feras je te missionne là-dessus. Pour ceux qui nous écoutent, Airtable va s'apparenter à un Trello ou j'essaie de Monday. Il y en a qui connaissent ça. Donc c'est des outils de gestion de projet qui nous permettent de faire comme des tableaux Excel, mais licorne, quoi. Vraiment, la version licorne d'un tableau Excel. Donc, très magique, avec plein de petits outils très simples. Voilà. Donc, si vous avez besoin de faire des suivis, de faire des annuaires, c'est très pratique d'aller sur Airtable. Voilà. C'était la petite aparté. OK. Donc, vous avez un catalogue sur une plateforme que vous enrichissez et que vous suivez au fil de l'eau. Ouais, on est en train de le mettre en place en tout cas. Et pour revenir sur ta question initiale de la recherche de lieux, je pense que le premier outil qu'on utilise, c'est notre cerveau. C'est-à-dire que petit à petit, les chefs de projet ont une connaissance de lieux dans lesquels ils ont déjà organisé des événements ou dans lesquels ils ont fait des visites. Et la première recherche, elle est là, c'est OK, j'ai une demande, je dis n'importe quoi, pour 100 personnes, soirée de fin d'année, il va être central. Bon bah OK, je vais directement penser à quelques lieux qui peuvent matcher et derrière effectivement s'il faut chercher plus ça va partir sur un cactus qui référence tous les lieux et qui est très bien pour ça. Mais un cactus va pas vous faire ne vous permet pas d'avoir des espèces d'annuaires personnalisés, un peu de comptes c'est pas encore, ça existe pas encore ça sur le marché. Non mais en réalité vous savez quoi faire. Il y a peut-être quelque chose à faire. Mais en réalité, nous, on utilise, le but de Cactus, c'est que les gens bouclent les lieux via Cactus. Nous, c'est pas le cas. On l'utilise en tant que moteur de recherche. Je pense clairement que toutes les agences font ça. Moi, je pense aussi. On cherche les lieux et derrière, évidemment, pour les contacts en direct. Je pense ça, étant donné mon passé d'apporteur, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Ouais. Et pour le coup, on faisait la même chose avec Privatiseur à l'époque de Jumpin. Quand on cherchait des bars, Privatiseur, c'était notre référence. Sur la phase même conception, là, je reviens un petit peu sur te partager sur toi le cheminement de la prise de brief, etc., à la réalisation concrète de l'événement. La phase de conception, comment vous la travaillez réellement pour faire notamment les projections budget, parce que ça part d'un concept, mais j'imagine que en fait le concept il est très lié au lieu vers lequel va s'orienter le client. Enfin, comment vous le travaillez, même financièrement? C'est-à-dire que vous avez, j'imagine, des projections aussi tarifaires des lieux. Grosso modo, vous savez ce que ça coûte. Mais c'est vrai qu'on dit souvent, nous, côté lieu, parce c'est notre cible directe avec Clémence, on entend souvent quand même qu'un événement part du lieu même choisi et qu'après tout se monte en fait finalement par rapport au lieu. Donc, comment vous arrivez à travailler en projetant, mais sans trop pouvoir avancer non plus, tant qu'en fait le client n'a pas signé réellement le projet? Ouais. Alors c'est pas toujours le cas. Il y a deux approches. Soit effectivement on part du lieu, soit on part du concept. Nous, on essaie souvent de mettre en avant l'idée. Donc quand on peut, on va partir du concept et ensuite on va chercher les lieux qui vont nous permettre de décliner ce concept. Maintenant, quand on a des demandes entre guillemets plus simples qui ne nécessitent pas forcément un concept incroyable, je reprends mon exemple, mais le client nous dit OK. J'ai une soirée de fin d'année, on va être 100, ça va être assez simple. Je veux surtout un lieu central qui a ça. Effectivement, la recherche va s'orienter vers le lieu et on va construire ensuite à partir de ce lieu. Maintenant, quand on est sur un événement plus complexe,
un client qui va nous demander de construire un événement autour de certaines valeurs, autour de sa marque, autour d'un message à faire passer. On va d'abord réfléchir au concept. Donc ça passe encore une fois par des phases de brainstorm. C'est là où le chef de projet va travailler avec notre scénographe, notamment, et avec le reste de l'équipe en fonction de qui est dispo et qui peut apporter quelque chose à ce projet. Et à partir, une fois qu'on a ce concept, effectivement, on va dire ok, le concept c'est ça. Quel serait le meilleur lieu pour y répondre. Et à partir de là, sur la partie budget, c'est simple, hein, on contacte les lieux, on demande des devis, on va le faire avec les prestataires principaux, donc traiteurs, techniques. Et donc notre budget, c'est simple, c'est un fichier Excel. On a un petit template qui nous permet de renseigner les prix d'achat, les prix de vente, les frais d'agence, etc., qui nous permet de visualiser notre marge. Vous le gardez ça en stock, par exemple, je sais pas moi, vous avez fait un événement sur le lieu X, vous savez qu'il est sur telle fourchette, vous le mettez dans votre Airtable, en gros celui-là il est entre, je dis n'importe quoi, entre 5000 et 8000 quoi, avec la location, la food, en gros quoi. Je sais que dans les fourchettes basses et larges, je suis à peu près là-dessus, ça vous permet de rapidement budgéter. Ouais, exactement. Parce que j'imagine que si vous devez demander des devis, je sais pas, à 5 prestataires à chaque demande, c'est un peu chronophage, non ? Dans tous les cas, c'est un peu chronophage. Pour répondre à ta question précédente, oui, on va s'appuyer sur les demandes qu'on a déjà. Ça marche pas toujours, typiquement, et je pense que je vous apprends rien, depuis à peu près un an, tous les lieux et globalement tous les prestats ont pris 20%. Donc, les budgets, les devis qu'on avait auparavant sont plus tous les mêmes aujourd'hui. Et nous, on ne fait que du sur-mesure. Donc, chaque demande, en tout cas, chaque proposition qu'on fait à un client va être différente de la précédente et très souvent, à moins que, voilà, si on a 3 fois la même demande, bon, clairement, on se base sur le devis qu'on a et on fait nos calculs à partir de ça. Mais sinon, on demande quand même très souvent des devis. On essaye on va pas faire des demandes à 15 lieux différents. On sait très bien qu'à la fin, il n'y en aura qu'un. On essaie de cibler. Nous, c'est aussi ce qu'attendent les annonceurs, c'est ce qu'attendent nos clients, qu'on leur propose plusieurs lieux. Généralement, on en propose 3. Et pour en avoir 3, on va demander peut-être 4 ou 5 devis. Et pour avoir 4 ou 5 devis, on va en appeler souvent, on les appelle au téléphone pour voir déjà si ça peut matcher, si ça va rentrer dans le budget. Et si c'est intéressant, on leur demande un devis et on avance comme ça par la suite. Ok. Je pensais aussi, puisqu'on est sur ce sujet un peu lieu et collaboration avec les lieux, je me souviens que sur LinkedIn, tu avais fait un top 5 des clients préférés des agences événementielles. Est-ce que tu as un top 5 des lieux préférés des agences événementielles ? C'est quoi pour vous ce qui permet vraiment avec un lieu de se dire qu'est-ce que c'est agréable de bosser avec eux ? Plusieurs choses. La première chose, je pense, la plus importante, c'est la réactivité. Encore plus aujourd'hui, on le sait, tout le monde est un peu sous l'eau depuis quelques mois et c'est vrai que certaines demandes prennent du temps, pas que pour les lieux, hein, évidemment, mais forcément, quand on a un lieu réactif, nous, on a souvent des deadlines qui sont assez short avec nos clients. Alors, on essaye de les rallonger autant que possible en disant, tiens, là, nous, globalement, le délai idéal, c'est à peu près 3 semaines. Entre la prise de brief et la présentation de notre recommandation, pas de l'organisation de l'événement, de la présentation de la reco. Oui. Donc, un lieu réactif, idéalement, il vous répond en combien de temps ? Idéalement, le plus rapidement possible. Vas-y, dis-le, Loïc. Je veux l'entendre. Je veux que tu le dises. Non, c'est vraiment, il y a pas de, c'est compliqué de donner un créneau. Non, mais plus de 24 heures, est-ce que ça peut commencer à être compliqué pour vous ? Non, moi, j'aurais dit entre 24 et 48 heures, c'est bien. Ok. Encore une fois, si on arrive à avoir ces 3 semaines, qu'on appelle les lieux au début, on n'a pas besoin de l'avoir dans les 2 heures. Mais effectivement, quand tu passes, au-delà de 48 heures, pour moi, ça commence à être beaucoup. Ok. Non, mais il faut le dire. Ouais. Ça permet au lieu d'avoir l'info, parce que pas longtemps, c'est 4 heures, c'est 2 jours, c'est vaste. Ouais. Donc, non, oui, c'est 4 heures, c'est impossible. Si c'est possible, mais quand il n'y a pas d'autres demandes à côté, on sait très bien qu'il y a d'autres demandes, qu'il y a d'autres projets, qu'il y a une gestion des priorités aussi. Et de la même façon, quand aujourd'hui on a des demandes jusqu'à septembre prochain, ça n'empêche qu'il y a une recommandation à rendre souvent sous quelques semaines, voire un mois et demi. Forcément, les lieux priorisent par rapport à ça aussi. Bien sûr.
Ce qui est frustrant pour nous, mais qui arrive tout le temps et ça arrivera tout le temps, c'est que c'est de devoir relancer les lieux et parfois tu les as 3 fois au téléphone, eux te disent oui, tiens, je t'envoie ça tout de suite et le tout de suite, tu l'attends et t'es obligé de relancer. Au final, tout le monde perd du temps et on sait que c'est stressant pour les lieux aussi. Mais tout le monde fait son mieux, je pense. Et une fois passé la réponse, qu'il soit réactif ou non, qu'est-ce que tu recherches toi? J'imagine qu'il faut qu'il y ait un côté quand même rassurant parce que ça reste un des piliers de cette chaîne-là, de ton événement. Qu'est-ce qui importe pour toi? Il y a un truc qui est vachement important pour nous. Alors ça va être une réponse très agence, mais c'est qu'on ait des belles photos des lieux. Parce que quand on propose notre projet, on essaie de le vendre. On est souvent face à d'autres agences. C'est rare qu'on nous appelle et qu'on soit tout seul. Et même si c'était le cas, nous on joue beaucoup justement sur l'aspect visuel. Et on aime bien avoir de belles photos pour valoriser les lieux dans lesquels on va organiser les événements et pour que le client se projette. Et c'est vrai qu'on a encore trop souvent des lieux et on comprend pas pourquoi, qui n'ont pas des photos très très vendeuses, alors que parfois les lieux sont plus beaux que les photos. Souvent c'est l'inverse. Donc on aime bien avoir des belles photos. Un autre point qui est important, bon, ça c'est directement lié au lieu, mais nous on va chercher principalement des lieux atypiques. Donc on aime bien quand il y a une plus-value, quand il y a quelque chose de différenciant. Donc ça c'est lié directement à l'identité du lieu. Et un dernier point qui là encore est très agence, mais on aime bien les lieux qui proposent des rétro-commissions et qui font, pour ceux qui nous écoutent, je sais pas si certains ne savent pas ce que c'est, mais c'est le lieu qui reverse globalement une partie de son chiffre d'affaires à l'agence, c'est souvent 10%. Il y en a de moins en moins qui le font depuis le Covid. Et pour nous, en tant qu'agence, il y a une vraie différence parce que forcément, cette commission, elle va rentrer dans notre marge. Nous, on a chaque chef de projet, enfin l'agence a un objectif de marge brut. Et donc, quand on n'a pas cette commission, finalement, c'est une marge qu'on va devoir ajouter au-delà du prix. Donc, à la fin, c'est le client qui paye et on arrive sur un prix plus élevé. Maintenant, je sais très bien que les lieux ont leurs problématiques aussi. Ça empiète sur leur marge. Certains font une fausse rétrocommission où c'est eux-mêmes qui margent le prix. Donc, au final, s'ils le font, c'est comme si on le faisait nous-mêmes. Bref, on aime bien les lieux qui font des vraies rétrocommissions. Ouais, mais en fait, les lieux ont intégré, par exemple, le fait sur des plateformes d'apporteurs de donner leur vrai prix, les prix publics, et de verser une commission. Donc c'est une rétrocommission d'une certaine façon, s'ils jouent le jeu. Donc vous êtes aussi un apporteur d'affaires. Sans vous, il n'aurait pas eu le client. Donc ça se justifie. Et puis je sais que sur moi, mes clients qui travaillent avec énormément d'agences et d'apporteurs, tu me diras si je me trompe, Solène, parce que toi tu es vraiment à la tête d'un lieu. Normalement, c'est des choses que tu calcules un peu financièrement quand tu fais une projection un peu de CA et d'activité, quand tu fixes tes prix et quand tu penses normalement à ces commissions. Donc ça se prévoit aussi un peu sur son offre, de dire ok, quel prix on fixe et pourquoi, et parce qu'aussi il y a tout ce monde un peu des pros à qui on va potentiellement reverser des commissions, et donc il faut qu'on s'y retrouve à la fin. Complètement. C'est même pour moi un sujet un peu d'état d'esprit en fait. Comme pour tout, il faut savoir jouer le jeu. Alors moi, sur mon lieu, c'est pas du tout j'ai très très peu d'agences. Donc c'est pas trop mon cas, mais je considérais en effet que selon l'agence, le feeling aussi, et ce qu'elle peut m'apporter peut-être même à terme, si c'est juste un one shot, peut-être que je réfléchirais différemment, mais dans une logique de collaboration plus long terme et intelligente. Voilà, c'est pour ça que je parle moi d'état d'esprit de business intelligent. Il faut qu'on joue tous le jeu, et en effet sans agence, il y a énormément de lieux qui seraient pas alimentés. Donc voilà, c'est plutôt logique. C'est intéressant d'en parler. Je pense que pour le coup, là côté auditeur du podcast, Clémence, toi tu dois avoir un peu ces deux cibles. Donc c'est bien aussi de savoir en parler de manière transparente. C'est toujours des petits sujets qui font. Oui, au contraire, au lieu que ça crée un peu un éléphant dans la pièce, je pense qu'il faut en parler. Donc c'est pour ça que je te disais, dis les temps dont tu as besoin pour recevoir un devis. C'est bien que tu parles de cette rétrocommission parce que ça se prévoit. Je veux dire, si c'est clairement
dit, je pense que les lieux sont en capacité, ceux qui travaillent avec beaucoup d'agences, de dire ok, donc comment est-ce que je prévois mon offre pour moi être viable avec une grosse activité agence. Enfin, je pense qu'il y a aucun souci à partir du moment où on le sait, quoi. Moi, je sais que c'était pas un truc dans ma carrière passée de commercial événementiel. J'en faisais beaucoup avec évidemment avec les agences avec qui, comme dit Solène, il y avait une vraie intelligence de partenariat. Donc voilà. J'ai le sentiment que j'ai le sentiment que ça se fait de moins en moins, et je le comprends aussi parce que je pense que les lieux, depuis à peu près un an, sont aussi en position de force, en tout cas peut-être plus qu'avant, parce que ils ont eu énormément de demandes. Je pense qu'aujourd'hui il y a plus de demandes que d'offres, c'est-à-dire qu'il le carnet, en tout cas sur Paris, je parle de ce que je connais, bref, quasiment toutes les dates sont bookées, et donc ils peuvent se permettre de, je sais pas comment dire, mais de resserrer un petit peu leurs conditions commerciales en disant bon bah même sans toi, entre guillemets, sans agence, je vais être rempli, donc bon bah non, cette commission que je faisais avant, je la garde maintenant. J'ai cette impression-là. J'en ai pas discuté directement avec les lieux. Peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'ils sont un peu plus en position de force et qu'ils se permettent de le faire. Et ils ont raison d'un point de vue commercial. Et il y a un autre sujet, si je peux compléter, Loïc, c'est aussi il y a de plus en plus de lieux qui internalisent sa dimension agence, c'est-à-dire qui du coup se sentent capables et ont recruté de cette manière-là pour créer eux-mêmes leurs propres événements, et qui peuvent en ce sens considérer que l'agence n'est plus vraiment un client pour eux parce qu'il n'a plus de plus-value, et ils peuvent gérer ce travail-là au nom du lieu pour leurs clients en direct. Ok. Ça arrive. Oui. On le voit beaucoup sur des petits lieux notamment. Oui. Voilà, ouais, donc c'est vrai que ça peut compléter aussi, et bah vous, j'imagine que de toute façon, vu les formats d'événements, vous avez plutôt l'habitude de travailler avec des gros lieux qui conservent quand même cette cible agence. Moi, je vois une vraie évolution côté lieu plus restreint, qui internalise vraiment ces fonctions de conception, de scénographie, etc. dans leur propre lieu. Et c'est vrai, je le vois aussi, c'est lié à la taille. C'est vrai que moi, de ce que j'observe sur on va dire un panel de lieux, en effet, sur des petits lieux, on va dire qui ont des capacités d'accueil de 100 personnes maximum, je peux voir exactement ce que dit Solène. Je trouve que sur le volume de demande, moi je dirais que il y a encore plusieurs niveaux à Paris. Il y en a qui sont très sollicités, puis il y en a qui ont encore un peu du mal à remplir. Mais donc ceux qui ont du succès, bah, évidemment, sont peut-être un peu plus durs en affaires. Ouais, encore une fois, ils ont raison. On va pas leur jeter la pierre, bien sûr. Ouais. J'ai aussi une question par rapport justement à toutes ces appels d'offres. Je t'ai vu plusieurs fois parce que moi je suis une grande utilisatrice de LinkedIn, donc je te vois beaucoup communiquer, puisque toi aussi. Et tu parles beaucoup de ces appels d'offres et on va dire des travers que peuvent avoir ce système d'appel d'offres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les pour, les contre, enfin quel est ton avis sur tout ça? Ouais. C'est un vrai sujet qui est assez complexe et qui existe depuis bien avant que je fasse de l'événementiel. Donc je l'ai découvert sur le tas, et j'ai découvert aussi que c'était pas un sujet nouveau. Globalement, aujourd'hui, quand un annonceur va organiser un événement, il va organiser un appel d'offres, il va solliciter différentes agences qu'il va mettre en concurrence, et il va demander à ces agences, à partir du brief, de faire des propositions. C'est ce qu'on appelle les recommandations. Et dans 99,99% des cas, ces appels d'offres ne sont pas rémunérés. Donc nous, en tant qu'agence, aujourd'hui, et je pense que toutes les agences l'ont fait, on a défini des conditions sur lesquelles on se base pour répondre ou non à certains appels d'offres. En fait, en soi, l'appel d'offres n'est pas un problème, c'est les différentes dérives qu'il peut en avoir. C'est-à-dire que quand un annonceur contacte 10 agences en sachant précisément qu'il va travailler avec une agence à la fin, tu sais que t'en appelles 9 qui vont bosser dans le vent. Et
à l'heure où tout le monde parle de plus en plus de RSE, tu sais que ton agence va contacter plusieurs lieux, va contacter plusieurs prestats, donc 10 agences fois 3 lieux fois 3 prestats bref, tu arrives sur un volume énorme de personnes qui vont bosser dans le vent. Aujourd'hui, nous, on répond pas aux appels d'offres quand on a plus de 3 agences en concurrence. J'ai l'impression que c'est un peu le nombre sur lequel les différentes agences se sont mis d'accord et on a de plus en plus d'annonceurs qui le comprennent et qui respectent ça. Souvent, d'ailleurs, tu peux avoir une première phase de qualification d'agence, c'est-à-dire que l'annonceur va juste faire une prise de contact ou demander de remplir quelques documents. Et là, ça peut être fait sur 10 agences pour derrière dire, OK, je vais faire vraiment l'appel d'offres sur ces 3 agences à partir des premières infos que j'ai rencontrées. Okay. Donc, ces appels d'offres, généralement, interviennent sur des projets assez importants. C'est pas toujours le cas, d'ailleurs. Mais souvent, c'est des projets d'une certaine ampleur où il y a un certain budget et certaines exigences. Donc, c'est totalement normal que les annonceurs aient envie de mettre en concurrence des agences. La finalité pour eux, c'est qu'ils aient la meilleure proposition possible. Nous, en interne, ces appels d'offres nous demandent du temps pour y répondre et c'est normal. Quand on y répond, on a envie de faire une belle proposition. Ça va de quelques jours à quelques semaines, encore une fois, en fonction de la taille du projet. Donc, jusque-là, c'est pas un souci. Là où ça peut le devenir, c'est, donc, comme je le disais, quand il y a beaucoup plus d'agences en concurrence, mais aussi quand, parfois, alors, je découpe parce qu'il y a différents cas. Il y a le cas où on perd l'appel d'offres, on l'a perdu face à une autre agence, le projet a lieu, c'est pas grave, l'autre agence a été meilleure que nous, et parfois on gagne, parfois on perd, ça fait partie du jeu, et voilà, on sait qu'il y en aura d'autres. Parfois, le client revient vers nous en disant, OK, tiens, on a envie d'avancer avec vous, mais est-ce que finalement le besoin a un peu évolué, est-ce qu'on peut repartir sur d'autres lieux? Puis, en fait, on va avoir tel besoin qui est nouveau, est-ce que vous pouvez ajuster? Et bref, et on avance sur des propositions qui finalement parfois finissent en mais en fait la direction a décidé de friser le budget parce que pour une raison X ou Y, donc l'événement va pas se faire. Et toi, t'as bossé sur l'appel d'offres, t'as fait 2 allers-retours, t'as passé des jours et des jours, et à la fin, t'as bossé dans le vent. C'est frustrant pour tout le monde parce que évidemment, je sais que c'est frustrant pour l'annonceur aussi, qui à la base comptait vraiment faire son événement, et nous on est en contact essentiellement, en tout cas souvent avec des responsables com et marketing, et on sait que eux doivent aussi se battre en interne avec la direction pour avoir un budget, pour ceci, cela. Voilà, je sais ce que c'est. En tout cas, j'imagine ce que c'est parce que je n'ai pas été à leur place. C'est frustrant pour l'équipe parce que l'équipe, quand elle propose un projet, elle y croit, donc elle se projette sur l'événement et tu lui dis non, finalement c'est annulé, ça aura pas lieu. Et pour l'agence, d'un point de vue financier, c'est-à-dire que c'est même pas un manque à gagner, c'est une vraie perte, et on passe malheureusement pas mal de temps à bosser sur des projets qui n'aboutissent pas. Ça a été aussi accentué avec le Covid et les projets qui se lancent, qui finalement se font pas, qui sont reportés mais qui n'ont jamais lieu. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Nous aujourd'hui, on est en train de tester un discours, alors sur certains projets, pas sur tous, et ça pourra jamais s'appliquer sur tous, en expliquant au client que si on lui fait une proposition qui est pertinente, qui répond à son besoin, mais qui décide de ne pas avancer avec nous, on lui facturera le temps passé. On est en train de le tester. Donc je dirais sur LinkedIn le résultat. Réaction du public. Tu as encore assez de recul. Okay. On a pu le tester une seule fois et ça n'a pas été un problème parce que le client venait via du bouche à oreille et on était déjà les seuls qui l'appelaient. Donc lui nous a dit non, moi je comprends, on m'a parlé de vous et j'ai envie de bosser avec vous. Donc ça d'ailleurs, je rebondis tout de suite à un annonceur qui cherche une agence. Comment il fait? Je connais personne. Poser la question je pense que Google, agence événementielle Paris. Okay. D'où les petites pubs. Exactement, ouais. D'où les petites pubs, et puis j'imagine qu'on parlait de LinkedIn, je pense que tu t'en sers aussi comme vrai canal d'acquisition. Enfin, tu vas nous faire des retours là-dessus, mais tu dois prendre plaisir, j'imagine, à partager, mais je pense que c'est stratégique aussi de ton côté pour avoir quelques leads directement par ce biais. C'est le cas? Alors, je le fais pour surtout développer la notoriété de l'agence. J'ai beaucoup de mal à mesurer ce que ça rapporte aujourd'hui. En lead, tu veux dire, ouais. en prospect? Exactement. Ouais, j'ai en tout cas, j'ai dû avoir une demande en direct sur LinkedIn d'un gars que je connaissais avant qui m'a dit tiens, je suis ce que tu fais, j'ai un événement, est-ce qu'on peut faire quelque chose?
je pense que la plupart vont sur mon profil ou peut-être sur la page de l'agence, puis finissent sur le site. Donc, quand le lead arrive chez nous, est-ce qu'il vient via LinkedIn, est-ce qu'il vient via Google, j'en sais rien. Et ce que je vise aussi, c'est le temps long, c'est-à-dire que on le sait, c'est pas en faisant un post que tout le monde va dire tiens, bim, je leur envoie un événement, j'en ai un aujourd'hui. L'objectif, c'est d'avoir une certaine présence et que petit à petit, en tout cas, quand ils ont un événement, ils pensent à Unexpected. Bah Clémence, toi, c'est aussi un peu cette démarche-là, hein, sur de la production même. Ouais. C'est intéressant. Oui, parce que nous, on a un business qui est excessivement différent d'une agence ou d'un lieu où il y a quand même régulièrement un trafic de demandes qui existe. Alors que sur ce qu'on fait nous, c'est encore on est des nouveaux outils. Et donc, les gens ne vont même pas chercher sur Internet des mots-clés. Il y a, pour nommer ce qu'on fait, il y a même pas des mots-clés clairs. Personne ne dit la même chose. Donc, c'est très compliqué. Donc, en fait, moi, mon seul moyen un peu de, comment je pourrais dire, diffuser ma parole, c'est ces fameux réseaux comme LinkedIn qui permettent un peu de dire youhou, on peut travailler différemment et répondre en 24 heures à plein de demandes entrantes grâce à nous. Voilà, donc oui, c'est un très 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 gros outil et ça me permet aussi, au-delà de moi, ma partie entrepreneuriale, je vous le dis aussi, chers auditeurs, ça me permet de vous voir. C'est comme ça que j'ai vu Loïc, c'est comme ça que je suis en veille sur le marché et que je peux faire vivre du contenu et notamment le podcast. Donc manifestez-vous, on vous regarde. Si on change un peu de sujet, mais si on revient vraiment sur l'essence de l'agence et en termes d'événements, on s'interrogeait un petit peu avec Clémence, on s'est dit c'est quoi son plus grand kiff, qu'est-ce qu'il a vraiment adoré organiser, s'il y a vraiment un événement que tu devrais retenir toi, un événement mémorable, mais pour toi, pour tes équipes, ce serait lequel? Un événement que l'agence a organisé, donc. Oui. Où là tu t'es dit waouh, tous les critères sont réunis, c'était le top. Quel est le premier événement là auquel tu penses? Le premier auquel je pense, c'était pas l'événement le plus waouh, mais c'est un des premiers où j'ai ressenti qu'il s'est vraiment passé quelque chose. C'était pour Polytechnique. On était début 2019, je crois. C'était leur cérémonie des vœux et Polytechnique fêtait ses 225 ans. Si je dis pas n'importe quoi. C'était dans leurs locaux à Palaiseau et ils avaient invité, il y avait un discours c'était pas le président, mais bref, de la direction. Ils avaient invité tout le personnel et ils nous avaient précisé que ils organisent très peu d'événements. Ils voulaient valoriser ce personnel. Et on l'a fait notamment à travers un show avec des shows de jongleur LED. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que c'est, mais bref, il y avait un show sur mesure personnalisé qu'on a créé pour eux. Et à la fin de ce show, qui arrivait après un discours, après différentes prestations. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il s'est passé quelque chose dans la salle. C'est-à-dire que tout le monde a commencé à applaudir, tout le monde s'est levé. Ils ont senti que l'événement avait été créé juste pour eux et j'ai senti une vraie émotion. Je pense que c'est vraiment le premier événement sur lequel j'ai senti ça. Et c'est assez indescriptible. J'ai ce souvenir de, ok, là, clairement, il s'est passé quelque chose. Je l'ai eu à 2 autres moments, peut-être à d'autres, mais en tout cas, je me rappelle précisément de 3 instants. Pour une boîte de conseil pour qui on a organisé ses 20 ou 25 ans, je ne sais plus. Donc, événement festif, c'était l'été. C'était un événement sur le thème des années 90 et on était dans un lieu, sur une péniche à Paris, il y avait plusieurs espaces et on avait simulé vers 23h une sorte de faux bug de l'an 2000 où d'un coup toutes les lumières s'éteignaient. Il y a une bande son qui s'est lancée en invitant tous les participants à continuer la soirée au sous-sol. Eux ne comprenaient pas trop, savaient pas trop de quoi il s'agissait. On avait plusieurs espaces dans le lieu et au sous-sol, on avait la direction sur scène avec un gâteau géant. On a regroupé tout le monde. Ça a lancé la seconde partie de soirée. On avait une scéno assez sympa et pareil, il y avait une ambiance qui était assez incroyable à ce moment-là.
Et un petit dernier pour la route, société de conseil aussi, pour laquelle on a annoncé le rebranding à leurs clients et leurs collaborateurs à travers 2 soirées. Là, c'était la soirée collaborateur. Et alors, je la fais simple parce que je pourrais en parler un quart d'heure, mais on a imaginé un concept où des hackers s'introduisaient au sein de la boîte et allaient dévoiler des informations confidentielles au monde entier. Donc, boîte tech, ça marche très bien. La première partie de l'événement, c'était un team building où chacun récupérait, sans le savoir, des indices sur cette future identité de marque. Ils ont été ensuite tous réunis, c'était au Café A en l'occurrence. Ah. Il y avait une partie plénière avant la soirée. La plénière se déroulait dans la chapelle. Si tu connais bien, tu vois qu'elle est assez majestueuse. Ils sont chez nous, c'est pour ça qu'on connaît bien. Ok, bon. Voilà. Donc oui, ok. Oui, donc dans cette grande chez Booking Check. Tout évidemment, tout le monde. C'est qu'une question de temps s'ils sont pas encore là. Voilà. Donc oui, dans cette belle chapelle du Café A, qui est dans cette chapelle. Paris, hein, je reprécise pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs. À côté de Gare de l'Est. Donc on est dans la chapelle, il y a une plénière et à un moment la direction marketing et com monte sur scène et commence à poser quelques questions. On avait une petite application qui permettait de faire ça à l'audience en leur disant, voilà, pendant le team building, vous avez récupéré sans le savoir des indices sur cette future identité. Est-ce que vous avez une idée de quel peut être le nouveau nom de la boîte? Et à ce moment-là, alors on a à nouveau cet effet, toutes les lumières s'éteignent, l'écran géant commence à bugger, tous les téléphones commencent à bugger aussi, c'est-à-dire que les flashs s'allument, bref, on avait installé un petit truc qui permettait de faire ça. Donc, tout le monde se demande ce qui se passe, c'est cet effet surprise qu'on cherche, hein. Encore une fois, le côté unexpected, il est à cet endroit-là. On a de la fumée qui sort, et on a une vidéo reveal qui se lance, pareil, en mode hacking, on avait bossé le truc, qui à la fin dévoile cette nouvelle identité. La salle se rallume avec les couleurs de la nouvelle identité. Et pareil, on a ressenti à ce moment-là un truc assez fort qui s'est passé. Encore une fois, assez indescriptible. En tout cas, moi, j'ai du mal à mettre des mots là-dessus. Et c'est ce genre de moment qui fait que les gens se souviennent des événements. Nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de créer. C'est ce qui nous fait kiffer. C'est ce que les équipes adorent imaginer. Ouais. Top. Je vais peut-être poser la question, la dernière question, le mot de la fin. Quel est un peu, selon toi, et tu compléteras Solène si ma question, tu penses qu'il faut un peu plus de détails, mais quel est selon toi un petit peu les tendances ou ta vision du marché ou tes inspirations ou quel est pour toi le future of event? Bonne question. Merci. Merci Solène et Clémence pour cette question. J'ai pas de boule de cristal. Ce que je sens, et c'est le message d'ailleurs qui est passé, je sais pas si vous y étiez au salon Event il y a quelques jours, ce qu'on voit, c'est que les annonceurs s'apprêtent à faire moins d'événements, mais des événements qui ont plus de sens. Il y en aura sans doute moins en volume, mais ceux qui vont avoir lieu devront être justement mémorables, liés aussi au fait que on l'a vu pendant le Covid, on peut faire beaucoup de choses à distance. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie raison pour que les gens se déplacent. Et je pense qu'on va vers cette tendance du moins mais mieux. On va plus se réunir pour rien, on va se réunir parce qu'il y a un vrai objectif de fédérer, de passer une information, de célébrer, peu importe. Nous, on commence à avoir cette tendance aussi, mine de rien, à travers les demandes qu'on rentre. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes pour l'été, pour mai et juin prochain, beaucoup de gros événements. Et c'est très bien que les annonceurs s'y prennent en avance. Et j'ai le sentiment aussi, peut-être lié au fait que l'agence évolue, mais qu'on a des demandes plus importantes qu'avant et moins de petits événements où finalement les entreprises peuvent souvent les gérer eux-mêmes en interne et n'ont pas forcément besoin d'une agence. Donc une agence pour toi à vocation, et a priori ça tombe bien parce que vous êtes aligné avec ça, à gérer des événements d'ampleur avec des messages forts, peut-être moins en volume mais de façon plus globale, des événements plus poussés. Ouais, exactement. Nous, on va pas se mentir, hein, c'est aussi ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on préfère, et on est surtout là, et les agences en général sont là pour
pour accompagner les clients au sens large. On n'est pas là juste pour produire. C'est pas le client qui nous dit tiens je veux ça et on fait. On est là pour les accompagner, on est là pour les conseiller, on est là pour les aider à prendre les bonnes décisions, on est là pour leur apporter des idées et on est là pour leur fournir des compétences qu'ils n'ont pas forcément en interne. C'est souvent un mix de tout ça qui fait que les annonceurs viennent nous voir. Eh ben, on vous souhaite que ça continue et de plus belle. Merci beaucoup Loïc d'être venu nous voir aujourd'hui sur cet épisode. Merci cher co-hôte pour cette première comment on peut dire, cette première tentative de duo. Exactement. Je pense que ça fonctionne parfaitement bien. Ouais, je crois que quel est ton feeling Loïc, si on peut avoir un mini débrief live? Écoute, je pense que ça a très bien fonctionné. Vous êtes assez complémentaires, j'ai l'impression. Donc non, moi c'était un plaisir de répondre à vos questions. Deux fois plus de chance du coup avec deux intervieweuses. Merci beaucoup tout le monde et puis à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.